La vidéo que je vous propose aujourd'hui est une vidéo que j'ai créée en fait plus ou moins vers mi-mai 2019 et j'ai jamais eu le temps avec toutes mes occupations de pouvoir la peaufiner pour pouvoir vous la présenter. Ça fait partie de l'ensemble de vidéos sur le puzzle de la vie que j'avais vraiment envie de vous partager. Ça relève de mon besoin en fait d'assembler toutes les pièces du puzzle de la vie afin de savoir qui on est, d'où on vient et où on va. Alors, je trouve intéressant que malgré qu'en un an, tant de choses ont changé dans ce monde, de vous la présenter aujourd'hui. Parce que les croyances, justement, c'est ce qui nous fait rester dans le monde qu'on a créé pour nous. Donc, j'insiste, qu'on a créé pour nous. Et donc pas dans le monde tel qu'il est vraiment. Et que notre éclairage est important pour le transformer en ce qui rayonne à l'intérieur de nos cœurs. Par quoi sommes-nous influencés ? On peut être influencé par des facteurs extérieurs ou bien par des facteurs intérieurs. Par les facteurs intérieurs, donc, il s'agit de notre expérience directe. Donc, mémoire personnelle via mes expériences vécues. Et donc, cela donne ce que je sais de ma réalité. Donc, la réalité de ce que je vis. Ensuite, par les facteurs extérieurs, donc il s'agit de notre expérience indirecte. Et là, je distingue trois facteurs, les mémoires transgénérationnelles, la conscience collective et l'environnement proche. Et ça détermine ce que je crois de la réalité. Et donc, c'est un peu le macrocosme versus le microcosme. Alors, notre expérience directe, donc ce que je sais de ma réalité, notre expérience indirecte, donc ce que je crois de la réalité, l'influence de ce que je crois de ma réalité est proportionnellement beaucoup plus grande que ce que je sais par expérimentation directe. Alors je crois souvent par l'expérience des autres et je sais souvent par ma propre expérience. D'où l'intérêt de bien développer sa connaissance. Alors, pour notre expérience directe, donc ce sont les mémoires personnelles via mes expériences vécues à tout niveau et en tout temps, donc qui déterminent ce que je sais de ma réalité. Une petite partie de notre vie se base sur l'exploration du vivant que nous sommes, par notre expérience directe. Je ne crois pas que je suis en vie, je sais que je suis en vie. Néanmoins, tout ce que l'on vit intérieurement est interdépendant de tous les facteurs extérieurs, car nous sommes perpétuellement connectés à un champ d'information infini qui nous influence et qu'on influence en retour. Alors, certaines expériences sont incontestables. Enfin, et encore. Par exemple, s'il gèle dehors, j'ai froid. Si je mange une soupe chaude, c'est chaud. Mais d'autres expériences proviennent de ce que je juge comme agréable ou désagréable. Ce savoir, sur moi, peut fluctuer avec le temps. Par exemple, j'aime les épinards et puis je n'aime plus. Je sais que je ne supporte pas les pulls en laine parce que ça gratte, mais il se peut que plus tard, mon corps s'y habitue sans souci. Donc, ce que je sais de ma réalité dépend aussi du facteur temps. Bref, c'est quand même assez compliqué parce que tout est interconnecté et intriqué. C'est comme en physique quantique, dans le monde des possibilités, où une porte est ouverte en même temps qu'une porte est fermée. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ce que je sais par expérience est la vérité ? Alors, ce que je sais, donc ce dont je fais l'expérience, c'est ma vérité et j'ai raison. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien vous avez raison aussi. Mon expérience personnelle m'apporte une meilleure connaissance de moi et sur ce que je sais à un moment T, si je considère mes propres ressentis sans référer à ce que d'autres pensent. Des fois, on me dit, mais comment on sait que c'est une croyance ? Je dis, mais c'est simple, c'est ce dont tu ne fais pas l'expérience directe. Est-ce que je crois en Dieu ? Non. Je fais l'expérience directe. Est-ce que je crois en l'éveil ? Non. J'en fais l'expérience directe. Est-ce que je crois
que vous existez. Non, je fais l'expérience directe que vous êtes là. Donc si je dois croire en quelque chose, c'est que je ne suis pas en train d'en faire l'expérience directe. Donc ce que tu dis, c'est j'aimerais bien juste être avec ce qui est. J'ai moins de joie à être avec ce que je crois, surtout ça. Mais je me demande, alors j'ai entendu 2 questions. Je me demande comment différencier ce que je crois de ce qui est. Et donc, pour parler de ce qui est, tu employais le terme de vérité. Et puis la deuxième question, c'était comment je fais pour, quand j'ai identifié que c'est une croyance, pour la laisser partir, parce que j'observe qu'il y en a certaines qui ont des petits crochets au bout des trucs. Ouais. Il n'y a pas de vérité en tant que telle. Il y a ce qui est. La vérité, c'est ce qui est. Ce qui est. Auquel je ne peux pas échapper quelque part. Ce que je sais de ma réalité par l'expérience directe ne me garantit pas forcément une vision correcte de celle-ci. Sinon, ce serait trop simple. Voici une explication basée sur les théories de Tony Robbins. Dans ce petit exposé, l'auteur ne distingue pas la croyance du savoir. Pour lui, ce que j'expérimente est aussi une croyance. Il y a une force qui contrôle toutes vos décisions. Elle influence toutes vos pensées et vos émotions. Cette force est constituée de vos croyances. Quand vous croyez quelque chose, vous envoyez à votre cerveau un ordre incontesté de répondre d'une certaine manière à une situation donnée. Beaucoup de monde donne une valeur absolue à leurs croyances, mais il ne s'agit de rien d'autre que d'un sentiment de certitude sur la signification de quelque chose. Toute croyance commence à l'état d'idée. Nous l'avons en tête, mais nous ne l'avons pas encore complètement intégrée. À fur et à mesure que l'expérience nous confirme qu'elle est correcte, l'idée se fortifie et se transforme en croyance. La clé pour développer les croyances qui vont vous soutenir est de choisir parmi vos idées celles qui sont les plus utiles et de chercher les preuves qui valident ces idées. Si nous ne pouvons pas contrôler les événements de notre vie, nous pouvons toujours contrôler ce que nous pensons, croyons, sentons et faisons de ces événements. Nous avons toujours le choix de décider de la manière dont nous allons répondre à ces événements. Et ce sera cette décision, et non pas les conditions de notre vie, qui va déterminer notre destin. Alors, différencier ce que je crois de ce qui est. Je vois, le monde était plus simple pour moi à l'époque de mon monde de croyances qui était... Il n'y avait pas un espace où il n'y avait pas... où je savais tout. C'était simple. J'étais pas vivante, mais le monde était simple. Je cherchais désespérément comment devenir vivante et je ne savais pas par où passer vu que j'avais enfermé tout le monde dans un emballage géant de mes croyances. Je ne pouvais juste plus goûter l'inattendu de l'instant. Et vivant, ça veut dire pouvoir être traversé par la vie avec ces inattendus en ayant des croyances. Pour profiter librement d'une expérience personnelle, il est nécessaire de s'éloigner des distractions et bruits environnants afin de vivre intérieurement cette expérience du vivant que je suis. Donc, réfléchissez à la chose suivante. Votre réalité personnelle, de quoi est-elle faite? De corps, de gens, d'objets, de choses, d'endroits et de temps linéaire. Voilà comment nous nous mettons en lien à notre réalité tridimensionnelle. Donc, votre réalité personnelle est constituée de tous ces connus différents dans votre vie. Vous avez donc votre monde extérieur qui est fait d'objets, de choses, d'endroits dans votre réalité physique et aussi vous avez votre monde intérieur de pensées et de sentiments. Et si là où vous placez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie et qu'une grande partie de votre attention est sur votre téléphone portable qui est connecté à votre WhatsApp, qui est connecté à vos SMS et vos SMS sont connectés à votre Twitter et votre Twitter est connecté à votre Instagram et bien sûr ensuite il y a Facebook, il y a votre ordinateur, il y a vos courriels, il y a votre métier, votre travail, votre patron, vos collègues, votre ennemi et votre famille et votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos parents, votre belle famille et vos amis et vos frères et sœurs. Et votre visage et votre corps et l'argent et la douleur et les actualités et si toute votre attention va vers tous ces aspects différents de votre réalité extérieure, cela signifie que si vous amenez toujours votre attention sur tous ces objets, ces endroits, ces choses, ces lieux, ces personnes dans votre réalité, toute votre attention et votre énergie s'éloignent de vous et il vous reste très très peu d'énergie dans votre monde intérieur de pensées et de sentiments pour créer la nouveauté. Et je suis réaliste. C'est justement, si ce que je veux, c'est goûter la réalité, je m'inclus dans la réalité. C'est juste ça qu'on oublie des fois. Hein. Je m'inclus dans la réalité. J'inclus ma réalité. Ma réalité, c'est que là, je suis fatiguée.
Combien de fois avez-vous affirmé « si je m'étais écouté » ou encore « je le savais ». Quand l'adaptation aux autres est un renoncement à soi, parfois inconscient, parfois même justifié, et peut-être même par des raisons qui ne sont pas justes pour soi. Et lorsque la situation se répète, que le mécanisme devient une habitude, un automatisme, un schéma, eh bien la lassitude s'installe. Et avec elle, souvent, des mots peuvent apparaître également. Certains diront que c'est l'âge, ou encore le climat ou l'attitude des autres. Pour ma part, je pense qu'il ne s'agit pas d'une spirale infernale qui s'installe et dont nous ne sommes que les pauvres victimes. Non, c'est un non-choix de soi. Et par conséquent, c'est la route, que dis-je, l'autoroute vers l'oubli de soi qui démarre. Alors nous venons de voir donc notre expérience directe et maintenant passons à notre expérience indirecte. On va revenir en détail sur chaque clause, mais donc les grands titres, c'est les mémoires transgénérationnelles, la conscience collective et l'environnement extérieur proche, qui déterminent ce que je crois de la réalité. Nos certitudes et croyances sont en grande partie le résultat de notre expérience indirecte. Ce que je crois détermine ce que je vis. Je crois par exemple qu'on a marché sur la Lune, mais je n'y ai pas assisté. Je crois qu'il faut travailler dur pour réussir. Je crois que seuls les médicaments peuvent me guérir. Je crois ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Je crois tout ce qu'on m'apprend, donc pas besoin de l'expérimenter pour savoir si c'est juste. Je crois que le monde va droit dans le mur, et pourtant je vais bien, mais si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Eh bien j'ai peur alors. Je crois qu'il faut vieillir et mourir un jour. Je crois que Dieu m'a puni parce que je n'ai pas été gentil. Alors, ce que je crois de la réalité n'est pas forcément faux, ni forcément vrai. C'est juste que l'on n'en a pas fait l'expérience directe. C'est un point de vue, déterminé par notre compréhension actuelle du monde basée sur la dualité. Vous verrez dans la vidéo sur Qu'est-ce que la réalité qu'il y a un autre niveau duquel notre compréhension du monde prend un sens tout différent. Gardez bien cela à l'esprit lorsqu'on abordera le chapitre de la conscience collective, les programmes mentaux et l'influence des planètes. Le but de cette vidéo étant plutôt axé sur les fausses croyances qu'on a de la vie, dans le sens de croyances limitantes qui nous empêchent d'accéder à notre plein potentiel. Une croyance est un emballage, une tentative d'emballage de ce qui est, plus ou moins réussi. Des fois, ça ressemble vraiment à un magnifique paquet cadeau. Je sais juste, quel que soit l'emballage, quelle que soit la qualité, même si c'est du plaqué or, même si c'est du platine, même si c'est du diamant, même si c'est tout ce que vous voulez, ça me cache la réalité, ça me cache ce qui est. Une croyance, c'est une pensée que je considère comme étant la vérité. C'est-à-dire que je vais lui accorder du crédit, une sorte de paramètre, de GPS, qui permettait de me dire, ben voilà, quand je dois prendre une décision, sur quoi j'appuie ma réflexion pour le faire. Une croyance conditionne tout le temps ce que vous allez obtenir dans un domaine spécifique. C'est que tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez, tout ce que vous allez devenir dépend directement de votre système de croyance. Donc je ne peux pas réussir dans ce domaine, je suis une femme, je ne peux pas réussir dans ce domaine, je suis trop vieux, je ne suis pas assez formé, je n'ai pas fait d'études, j'ai pas fait, je suis trop ceci, je suis trop cela, tout ça, ce ne sont que des croyances et que des choses que vous vous racontez à vous-même et qui au fond, vraiment, ne sont que des chimères, en vrai. La question que vous devez vous poser, c'est les croyances que j'ai sur moi, elles sont positives ou pas ? Parce que vous savez, il n'y a pas 36 formes de croyances, il y en a 3. Mes croyances, elles peuvent être limitantes, ressources ou neutres.
elle est chou. C'est la croyance qu'il ne faut pas en avoir. C'est magnifique. Oh. Une chose, c'est qu'une croyance, ce n'est rien d'autre que quelque chose que vous racontez à vous-même. Une petite voix, sous forme d'une pensée. C'est j'y arriverai pas. C'est pas à mon âge qu'on peut changer. Et donc la question vient à un moment, à quoi me sert, qu'est-ce que permet de ne pas faire l'expérience directe de quelque chose? À quoi me sert de croire la réincarnation, Jésus a existé ou Jésus n'a pas existé, ou ceci, cela, ou toutes ces... Qu'est-ce que ça sert? Peut-être la nouvelle étape que je vais mettre en place, la nouvelle stratégie que je vais choisir pour nourrir mes besoins, c'est peut-être au fond une nouvelle croyance, qui est différente de l'ancienne. Mais la seule différence, ça va être je vais en être consciente. Notre expérience indirecte donc est influencée d'une part donc par les facteurs intérieurs qui sont constitués des mémoires transgénérationnelles et même des mémoires d'espèces, on peut dire, et c'est ce qui m'est donné de naissance. C'est les mémoires de ma lignée paternelle et maternelle et qui ont une influence sur ma génétique et sur certains de mes comportements et peurs. Et donc cela détermine ce que je crois de la réalité. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis les mémoires transgénérationnelles comme influence extérieure alors que je vis ça à l'intérieur de moi? Eh bien, tout simplement parce que je veux distinguer les expériences que je vis en tant que moi-même, c'est-à-dire à partir de ma nature profonde, sans l'influence des voix du passé. Un exemple personnel. Étant la petite fille d'une directrice d'école prof de français, de par ma grand-mère, et d'un prof de maths physique grand-père, j'ai hérité du gène orthographe parfaite. Du coup, je suis très souvent dépitée par les fautes d'orthographe et sidérée qu'un projet de simplification du français, par réduction à une simple phonétique, puisse être envisagé. En observant toutes les fautes que je vois sur Internet, combien de fois n'ai-je pas pensé « mais quel con, il sait même pas écrire correctement ». Mais au fond de moi, qu'est-ce que ça peut faire? Suis-je vraiment dans le jugement de ces gens? Mais pas du tout. J'ai identifié cette mémoire que je m'étais appropriée et je la repère avant de juger quiconque sur sa façon d'écrire. Ces mémoires, cela peut s'apparenter à des égrégores d'espèces ou familiaux qui sont inscrits sous forme de mémoire. Donc c'est un programme génétique latent. Mais je parlerai des égrégores un peu plus en détail après afin que tout le monde sache de quoi il s'agit. Notre ADN est composé de 3 couches. Une couche matérielle, et là il s'agit des codes génétiques de tous les êtres vivants qui déterminent la couleur des cheveux, des yeux, les risques de maladie, etc. Mais si on analyse par exemple les films fantastiques, remarquez qu'on parle souvent du projet des hommes de modifier cet ADN pour agir sur la nature humaine et développer des super pouvoirs, comme Spider-Man par exemple. Et aujourd'hui, en 2020, on nous prépare un vaccin à ARN pour modifier, pour notre bien, notre génétique qu'on juge inapte à lutter contre des virus. LOL. Mais si Dieu nous a créés comme nous sommes, pourquoi l'homme veut-il le changer? En 2, une couche de lumière. Donc tout ceci en fait est extrait du séminaire de l'arbre de vie avec Romane. On ignore à quel point le volume de l'information naturelle est énorme et compacté dans notre corps. Dans les années 60, mis à part l'ADN biologique, eh bien les chercheurs ont découvert qu'on possède aussi un ADN de lumière. C'est un autre type d'ADN. Et si on active cet ADN de lumière, eh bien, on a accès à notre corps de lumière. L'ADN de lumière influence l'ADN matériel, mais pas l'inverse. Dans cet ADN de lumière, il y a une bibliothèque de lumière contenant toutes les connaissances de lumière. Et si le processus se met en marche, on active cet ADN de lumière au service de notre corps. Les vraies connaissances et pouvoirs de notre corps nous ont été cachés beaucoup trop longtemps.
Tous les guérisseurs ont leur code ADN de lumière activé. Et donc ce qu'ils font paraît miraculeux, mais ils ont juste la bonne connexion au savoir. Les scientifiques ont essayé de détruire et d'influencer cet ADN de lumière, et ils ont échoué. Cet ADN de lumière se régénère spontanément en 8 minutes. Il existe des structures lumineuses dans toutes les cellules du corps. Leur spécificité ne vieillissent pas et ne se détériorent pas et ne tombent jamais malades. Aucune technologie ne peut égaler cette structure de l'ADN lumineux. Et pourtant, ça reste un mystère. La troisième couche d'ADN est une couche divine. Il existe donc une autre structure de l'ADN divin. En effet, tous les processus de la création du monde, de l'humanité, d'où est-ce parti? Eh bien de Dieu tout d'abord. Dieu est égal à la lumière invisible, divine. J'ai créé l'homme éternel et pour l'éternité, et donc il existe bien cette troisième structure. Donc on ne peut voir actuellement de manière scientifique que les deux premiers ADN, soit l'ADN matériel et l'ADN de lumière. Alors notre but serait d'activer ce troisième niveau de connexion à l'ADN de Dieu. Il n'y a plus de séparation avec Dieu à ce niveau-là. Tous les états de lumière se trouvent à la même échelle et donc les maîtres ascensionnés ou les clairvoyants manifestent ça en vibrant selon les bons algorithmes. On n'est pas libre. On a été conditionné par des structures. Attention, c'est cellulaire. C'est un ensemble de neurones via des axones, via des neuromédiateurs. Les neurosciences ont démontré ça maintenant. C'est pas quelque chose de psychologique ou de métaphysique, c'est une réalité biologique. On n'est pas nous-mêmes, on est des automates au service de ces programmes. Les programmes des êtres unicellulaires, il est en toi ce programme. Le programme de cette petite cellule qui se protège parce qu'elle a peur d'un prédateur. Tu as ce programme. La peur ancestrale. C'est un programme. Bien sûr, quand on va voir un danger, on active ce programme. Il peut nous sauver. Mais le problème, il n'y a plus de prédateurs. Et la peur est devenue psychologique, entretenue d'une façon implicite par un programme. Mais il y a l'histoire derrière l'animal que tu crées, toi. On se crée des histoires pour donner forme à ces programmes. Alors l'environnement extérieur proche, comment nous influence-t-il? Donc c'est ce qui m'est donné après ma naissance et je suis donc influencée par l'endroit où je vis, ma famille, mes amis, les us et coutumes, la religion, le climat et la nature environnante. Cela forme des égrégores environnementaux. Nul besoin d'épiloguer sur ce type d'influence, cela va de soi que mon alimentation, ma façon de m'habiller varie selon que je vis à la montagne ou au pôle Nord ou à Tahiti. Ma langue, mes certitudes sur le mode de vie sont directement influencées par mes parents, ma famille, mes amis, mes éducateurs. Mes croyances religieuses déterminent aussi ce que je crois, ce que je suis autorisée à dire, à faire. Bref, ma liberté de penser, d'agir, est façonnée, même si je n'en ai pas conscience, par l'influence de mon environnement proche. J'écoute les autres plutôt que mon ressenti, et j'élabore mes certitudes sur ce qu'ils pensent et disent, et je fais ma moyenne personnelle avec ce qui me convient. Et hop, voilà ce que je crois de ma réalité. On ne se rend pas compte, une fois encore, c'est que de la même façon que le système de valeurs, nos systèmes de croyances, il nous a été transmis. 80% des croyances qui sont les vôtres ne vous appartiennent pas, d'accord? Ce système de croyances, il est inscrit dans votre ADN, dans votre structure même. C'est juste
hyper important de comprendre ça. Ces croyances qui nous empêchent d'affirmer complètement qui nous sommes, que ce soit dans nos relations professionnelles, dans notre vie privée, nous fonctionnons tous à partir de croyances, et ces croyances se sont élaborées depuis l'enfance, tout ce qu'on a pu entendre, que ce soit dans notre famille, que ce soit à l'école, que ce soit tout ce que les enseignants ont pu nous dire, tout ce que les amis ont pu nous dire, et qui nous donnent comme un cadre de référence. Et ces croyances qui se sont programmées, je ne vais pas avoir les mêmes croyances si je suis né à la campagne ou à la ville, si j'ai été fils unique ou septième d'une famille de 8, si mes parents gagnaient de l'argent, si ou pas, s'ils étaient bouddhistes ou chrétiens, ou s'il n'y avait pas de religion. Et toutes ces informations se sont cristallisées pour créer comme une carte du monde. Et cette carte du monde se réduit en fait à la carte en elle-même. Et la carte du monde n'est pas le monde. On est dominé par des structures qu'on a engrammées en nous. Notre cerveau, mes amis, sur le plan physiologique, est sous la dépendance des programmes qu'on a eus durant notre éducation. Alors quand je parle de programmes, ce n'est pas psychique, c'est des programmes biologiques. On a des programmes biologiques qui nous mettent sous une résonance de dépendance en permanence. Notre éducation, notre culture, la religiosité, je ne parle pas de religion, la religiosité nous a programmés. À tel point, quand on pense, c'est pas nous, c'est pas toi qui penses, Habib. Ça se pense en toi via les programmes que tu as eus depuis ta naissance. Pas s'il y a par exemple la réincarnation, tu sais pas si c'est quelque chose, si c'est une croyance ou si c'est quelque chose qui existe vraiment entre guillemets. Comme je peux pas le prouver, c'est ça, c'est ça. Alors, je crois que ce qui peut nous aider à ce niveau-là, c'est de se demander, mais à quoi ça me sert de croire? Qu'est-ce que permet cette croyance? À quoi ça me sert de croire ça? Et ensuite, du coup, ça répond à la deuxième question, c'est je vais découvrir que chacune de mes croyances nourrit un de mes besoins. J'ai mis en place certaines croyances parce que ça nourrissait certains de mes besoins à une époque. Et puis au présent, je vais découvrir que peut-être maintenant, je peux nourrir ce besoin avec d'autres stratégies. Et comment lâcher cette croyance? Simplement en remontant. Qu'est-ce qui a fait que je l'ai mise en place? Ce qui est compliqué pour lâcher certaines croyances, il y a deux axes. Le premier, c'est certaines croyances m'ont été transmises. Et il y a des parts de moi qui ont du mal à les lâcher parce qu'elles perçoivent ça comme ne plus honorer la personne qui me les a transmises, ou la lignée, ou le peuple, ou la race qui me les a transmises. Et donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de honorer qui a à voir avec merci beaucoup de m'avoir transmis cette croyance. Elle a nourri ceci, ceci et ceci pour moi pendant X années. Merci parce que j'entends que quand vous m'avez transmis cette croyance, vous l'avez fait pour prendre soin de moi. Et merci parce que ça a pris soin de moi pendant un certain moment. Et maintenant, je vois que je suis à un endroit de ma vie où j'aimerais nourrir ces besoins d'autres façons. Et le deuxième axe par rapport aux croyances, qui est très compliqué des fois, c'est que mes croyances, ça donne de tels repères à l'enfant, moi. Il a l'impression de contrôler les choses. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Mes parents, avec leur plus grande des bienveillances, avec l'amour qu'ils ont eu pour moi, ils ont dit aussi beaucoup de conneries. J'ai un frère jumeau. On était dans deux écoles séparées. C'est juste avant la période de Noël, on arrive tous les deux avec notre carnet. Et mon père, à ce moment-là, d'une façon magistrale, et si je vous le dis, c'est que ça m'a marqué, il me regarde et il me dit « Tiens, c'est en maths, t'as une moins bonne note que ton frère. » Ma mère est à côté, et qu'est-ce qu'il lui dit? « C'est normal, David, c'est pas un matheux. » Écoutez, là, moi, je tombe des nues. J'ai 7 ans, et je viens de me rendre compte qu'il y a des matheux et d'autres qui ont eu un accident de poussette. Apparemment, cette fameuse bosse des maths, je ne l'ai pas développée. Moi, je vais l'intégrer comme quelque chose de puissant. Mon père, c'était un géant. C'est la projection des représentations parentales, les géants. Je passe les vacances avec cette angoisse que je suis nul en maths et que j'y arriverai pas parce que je ne suis pas un matheux. À la rentrée des classes, qu'est-ce qui se passe?
premier contrôle de maths, il m'arrive ce qui peut m'arriver de pire. Je doute. Pourtant, j'ai bossé, hein, mais je doute. Je doute tellement que je vais faire des erreurs. Comme je fais des erreurs, je fais des fautes. Comme je fais des fautes, j'ai pas une bonne note. Comme j'ai pas une bonne note, ça renforce ma croyance qui est que je suis nul en maths. Et les maths vont devenir une angoisse comme vous pouvez même pas imaginer. Si un médecin vous dit que vous avez une maladie, ou le médecin vous dit que vous allez mourir, et vous croyez le docteur parce que c'est un professionnel, la croyance vous donnera une maladie et peut vous faire mourir. Les statistiques révèlent qu'un tiers de toutes les guérisons médicales, y compris la chirurgie, sont les résultats de l'effet placebo. Nous créons collectivement la réalité. Donc, quand vous vous regardez, vous n'êtes pas une entité unique, mais vous êtes une communauté de 50 trillions de cellules. Mais il est important de comprendre le mot « communauté ». Chaque cellule est intelligente. Mais quand ils sont dans une communauté, ils abandonnent leur intelligence personnelle et répondent à la voix centrale. Afin que la communauté représente une chose appelée un organisme. Et dans cette communauté, une cellule doit suivre ce que la voix centrale dit. Et si la voix centrale dit mourir, les cellules vont mourir. Nous avons entendu parler de quelque chose appelé l'effet placebo. L'effet placebo est quand vous avez une pensée très positive que quelque chose peut vous guérir. L'effet de la pensée négative est appelé l'effet nocebo. Et avec le même pouvoir que la pensée positive peut vous guérir, la pensée négative peut vous tuer. Et voici le dernier point qui concerne la conscience collective. Je suis influencé par la conscience collective, j'influence aussi cette conscience collective. Alors on va parler des égrégores, donc qui est la pensée la plus répandue, le savoir des autres, donc les sciences, politiques, religion, savoir-vivre, le macrocosme et les planètes, le cosmos. Je suis réellement influencé par tout ça. Et cela détermine ce que je crois de la réalité. Même s'il y a souvent une confusion entre les égrégores et la conscience collective, je perçois néanmoins une différence car pour ma réflexion, la conscience collective contient tous les égrégores. Nous sommes influencés directement par ce que j'appelle des égrégores environnementaux et ensuite par des égrégores universels ou planétaires. Tout est égrégore. Alors pour moi, les égrégores, ce sont des sortes de petits nuages informationnels qui sont relatifs à des centres d'intérêt communs. Donc dans ce sens, tout égrégore est carrément naturel en fait, puisque c'est comme un amalgame d'émotions qui se rassemblent selon leurs vibrations. Mais il y a des égrégores qui peuvent vibrer bas et d'autres qui peuvent vibrer haut et prendre différentes formes associées aux intentions émises qui les ont formées. Ce n'est pas forcément quelque chose qui plane au-dessus de la planète, loin au-dessus de nos têtes et auquel nous n'avons pas accès. Il y en a tout autour de nous dans notre vie quotidienne et beaucoup de ressentis que vous avez en entrant dans un lieu proviennent de ces phénomènes. Un égrégore pour Wikipédia, c'est dans l'ésotérisme un concept désignant un esprit de groupe influencé par les désirs communs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Jusque-là, tout va bien, si ce n'est qu'il y a des égrégores qui sont quand même légèrement plus invasifs parce qu'ils ont une influence sur nous considérable et c'est ce dont nous allons parler donc dans la conscience collective après. Les égrégores sont partout. Dans les mémoires transgénérationnelles, donc petit retour sur ce qu'on a vu précédemment, donc cela peut s'apparenter à des égrégores d'espèces ou familiaux qui sont inscrits sous forme de mémoire, donc des programmes génétiques latents. Ensuite, l'environnement extérieur proche. Cela donne des égrégores familiaux, amicaux, culturels et régionaux qui sont en fait assez peu nocifs, voire neutres.
la famille. C'est l'un des tout premiers égrégores auxquels nous appartenons, et sans doute le plus important. J'ai donc accès à une force, à une énergie, que je serais bien incapable d'avoir si j'étais tout seul. Et plus la famille est soudée sur plusieurs générations, et plus l'on a accès à un réservoir quasiment infini d'énergie. Un égrégore sain peut nous donner plus d'énergie que nous n'en produirons jamais tout seuls. Si vous partagez vos passions avec des amis à vous, il arrive que vous ayez un jour le besoin ou l'envie de créer un groupe pour officialiser ce partage de passion. Ainsi, si vous aimez un sport, vous créerez une équipe pour pouvoir y jouer à plusieurs. C'est là un nouvel égrégore qui va regrouper des gens différents de vous, mais au même objectif, jouer et gagner. La conscience collective, cela donne des égrégores qui peuvent parfois être nocifs, car ils rassemblent en fait en eux la somme de plein d'autres égrégores, et ils déterminent un peu la façon de penser globale de l'humanité. Certains égrégores vous aident, mais ils ne sont pas la majorité de ceux auxquels vous êtes liés, car tous ne se valent pas, nous ne connaissons pas forcément les tenants et les aboutissants de chacun, et surtout, certains ne vous veulent pas que du bien. Mais plus l'égrégore est grand, et plus il se formate, plus il se caractérise, dans le sens où il n'accepte pas tout et tout le monde, et qu'il faut répondre à certaines caractéristiques pour en faire partie. Toute la force d'un parti politique ne réside pas seulement dans ses adhérents officiels qui vont s'acquitter de leurs cotisations, mais dans la masse de monde qui finira par voter pour eux. Les égrégores dits limitatifs, ce sont les égrégores de l'ego. L'individu se doit d'adopter les croyances et schémas comportementaux du groupe. C'est le cas des partis politiques et des religions. Ces dernières sont sans doute les égrégores les plus puissants, car les plus longuement et largement partagés. L'égrégore s'appuie souvent sur une représentation, et de tout temps, les sociétés ont associé leurs convictions à une symbolique forte. Or, le symbole, c'est justement l'être humain qui projette sa pensée. Il est la manifestation formelle d'une énergie latente dirigée vers son accomplissement. Typiquement, l'étoile de David, la croix latine ou le yin et le yang servent de support de visualisation et de point de contact entre les membres qui, célébrant leur foi, cultivent ainsi leur égrégore. À l'extrémité de cette catégorie, on trouve les radicaux, les gangs et les sectes. Nous sommes bombardés d'informations nuisibles, néfastes, contradictoires, qui nous oppressent, nous dirigent tels des pions sur un échiquier, qui nous obligent toujours à plus nous déshumaniser en nous coupant de nos valeurs premières, rendant nos réactions impossibles. Et pris dans un engrenage matérialiste fait de frustration. L'énervement engendré, la fatigue intense jamais apaisée, les troubles du comportement, les colères et agressivités envers les proches, du burn-out au suicide, de la soumission à la surproduction de nous-mêmes. Eh bien, voilà un tableau pas très réjouissant qui vient du blog de Sidilou, mais pas si faux en fait. L'esclavage est la condition d'un individu, privé de sa liberté, qui devient la propriété, exploitable et négociable comme un bien matériel, d'une autre personne. Cette définition représente bien les prêts bancaires et donc les dettes. Il ne faut pas oublier un élément important sans lequel ce système ne marcherait pas. Cet élément est le lavage de cerveau que tu subis depuis ta naissance. Pendant l'enfance, l'adolescence et pendant l'âge adulte. Dehors, comme chez toi, ça ne s'arrête jamais. On vous inonde d'informations, de désinformations, d'ignorance. Ce système cultive l'ignorance, il t'a appris que tu devais gagner de l'argent pour boire, manger ou s'habiller. Plus vous êtes pauvre, plus vous allez devoir travailler dans ce système, car vous jouez à un jeu avec des règles désavantageuses. Cette vague, on va dire, de peur qui nous est insufflée comme ça quotidiennement par les médias. Mais
on ne va pas avoir de bonnes nouvelles, on ne va pas avoir de choses qui vont mettre de l'espoir en fait, dans le cœur des Français ou même du monde. Hein. C'est pas qu'ici. Hein. C'est toujours catastrophisme. Oui. Et donc, on a une espèce de focalisation qui pourrait ressembler aussi à un égrégore, en fait, une espèce d'égrégore médiatique qui fait que l'information, en fait, ne se focalise que sur des choses comme ça très négatives. Comment on peut expliquer ça en fait? Ça fait partie justement de cette stratégie un petit peu de... Mais la peur, déjà, quand on parle de peur, les médias ne sont rien d'autre que des instruments, bien sûr, des élites, mais c'est une connaissance qui est là depuis toujours. Donc à partir de ce moment-là, aujourd'hui, l'outil entre guillemets qu'ils utilisent pour justement nous maintenir dans cette basse fréquence, dans la 3D, bien qu'on soit collé à cette connaissance, comment fonctionne l'être humain, elle est là depuis la nuit des temps. Les élites jouent toujours là-dessus. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi toujours des coups d'avance sur nous, puisque comme on fonctionne toujours de la même manière, que nous, de notre côté, il n'y a qu'une minorité de personnes qui commencent à comprendre ce fonctionnement. Donc qu'est-ce qu'ils ont inventé? Maintenant, si toi tu ne te plies pas à ce qu'on te dit, donc c'est une pathologie, t'es un malade mental, et puis voilà, on va te mettre la camisole de force. Le cul des pathologies qui est aussi gros qu'une maison, quoi. Et là, ils ont réussi maintenant à glisser une nouvelle pathologie, qui est celle des personnes qui ne réussissent pas à se plier aux règles d'une certaine... Et les élites, encore une fois, ils font tout pour empêcher les personnes de devenir intelligentes. D'ailleurs, même le système scolaire, on ne l'appelle pas l'intelligence nationale, c'est l'éducation. Donc il faut être éduqué. Donc tu apprends ce qu'on te dit, tu remets rien en question, et tu auras ton bon bulletin. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. C'est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Vu sous l'angle d'égrégore envahissant et asphyxiant pour notre petit être lumineux qui ne demande qu'à aspirer au bonheur, la conscience collective et les égrégores peuvent paraître, au terme de ce que vous venez de voir, comme quelque chose de fatal et de conditionnant à l'extrême. Or, je voudrais dire que la conscience collective, ce n'est pas que ça, ça fait partie d'un champ informationnel et que nous pouvons aussi bien subir cette conscience collective que lui donner des ingrédients qui permettront à terme d'aller dans la bonne direction. Mais cela fera partie évidemment de la prochaine vidéo car celle-ci est déjà super longue. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Pour conclure, je dirais ceci. Cette année 2020, c'est vraiment l'année des révélations. C'est l'année de, comment on peut dire, de l'apocalypse, où en fait, tout ce qui nous était caché, toute la base solide de nos croyances et de nos certitudes sont complètement remises à niveau, vers la vérité.
Et ce chemin est vraiment très tumultueux pour beaucoup d'entre nous qui ont vraiment du mal à croire toutes ces icônes en qui ils avaient confiance depuis si longtemps en fait. C'est une désolation peut-être, mais en même temps c'est un bien, c'est un bond énorme vers un monde purifié, qui est ce monde que je pense nous aspirons tous à vivre enfin. Tous les dossiers Wikileaks qui sont en train de sortir un peu partout et qui montrent à la face du monde, à celui en tout cas qui veut chercher sur tout ce qu'on nous a fait croire et qui est faux. Cette crise du coronavirus, je ne dis pas qu'il n'y a pas de virus, hein, mais tout ce matraquage médiatique pour nous inciter à la peur, à baisser notre taux vibratoire, c'est fou en fait, c'est vraiment fou. J'espère vraiment en tout cas que au final de tout cela, pour clôturer cette vidéo sur les croyances, que nous serons en masse en train de faire pivoter ce monde endémique qui nous portait vraiment droit dans le mur, en fait, un monde qui allait vraiment droit dans le mur. Et j'espère vraiment que toutes ces révélations, une fois digérées, nous permettront d'aller rechercher, en fait, au-delà de toutes ces croyances, qui on est vraiment nous à l'intérieur. Et il est temps à ce moment précis d'aller justement rechercher toutes ces parts d'ombre, toutes ces parts de fausses croyances et aller rechercher sa vérité profonde. Et au plus nous serons nombreux en fait à aller chercher cette vérité profonde et à émaner grâce à notre âme en fait cette puissance de vie et toutes ces potentialités merveilleuses qu'ont l'être humain. Je pense qu'à ce moment-là nous traçons, mais vraiment définitivement, cette ligne temporelle vers le nouveau paradigme, vers l'âge d'or auquel nous aspirons tous depuis si longtemps. Je vous embrasse très fort et la prochaine vidéo qui suit, c'est aussi une vidéo que j'ai faite il y a 1 an et puis j'ai jamais eu le temps de la peaufiner. C'est vraiment sur la conscience collective et ça va aussi être du lourd. Je vous embrasse très fort, je vous aime, il n'y a pas d'ennemis, c'est juste qu'il faut aller tous ensemble main dans la main vers ce monde nouveau et aider le plus possible les autres à conscientiser que beaucoup dans notre vie n'était que fausses croyances.